Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à l'e-commerce dans le cadre de la semaine e-commerce du 18-19 avec le volet juridique sur la vente à l'international. La semaine est organisée par le service 18-19. Le 18-19, c'est un service d'information et d'orientation des entreprises de la région bruxelloise qui assure bien entendu un service de qualité et rapide. Et qui a été fort sollicité, qu'il est encore, notamment pour l'obtention et les informations sur les primes Covid, mais toutes les questions sur l'entrepreneuriat peuvent lui être adressées à une gentille équipe. Moi, je m'occupe plutôt d'une gentille équipe qui s'occupe d'exportation, et donc on prend en charge l'organisation des webinars à dimension internationale dans le cadre de l'e-commerce, puisque le web étant worldwide, on est très vite à l'international par ce biais. Notre action principale, c'est d'organiser des actions. On a 4000 clients, on a à peu près 1600 participants chaque année à nos actions. On a dû migrer complètement digitalement depuis près de 2 ans. Les actions physiques devraient reprendre en septembre, et donc on espère qu'on pourra vous revoir sur les missions, les foires commerciales dans la seconde moitié de l'année. Mais pour l'instant, on est encore complètement au digital avec un ensemble de séminaires internationaux. Aujourd'hui, après la partie juridique, nous aurons la partie logistique à l'exportation. Demain, un gros webinar parce qu'il y a de grosses nouveautés sur la TVA, sur les ventes à distance à partir du 1er juillet. Et vendredi, 2 webinars sur l'e-commerce en France et aux Pays-Bas, et la vente en B2C au Royaume-Uni après le Brexit. Pour aborder le volet juridique, Christine Destex, qui est dans le juridique à l'exportation depuis déjà quelques années, et qui va nous partager son expérience et ses conseils sur la façon de vendre à l'international via sa plateforme, tout en étant compliant avec les différentes législations. Christine, je vais vous passer la parole et je vais vous passer l'écran. Et D'accord. comme Merci ça, beaucoup, nous pourrons Laurent. poursuivre. Voilà, Christine, D'accord, normalement, je vais vous rechercher êtes mon écran. impeccable, on le voit. Euh, Et donc, nous pouvons y aller. On voit votre écran, c'est bien. oui, on le voit? On le Parfait. voit. Réflexe pour la vente Je en ne, ligne, je ne le vois pas parfait. moi-même, du coup, Ah, voilà. c'est inquiétant. Voilà, tout va Voilà. bien. Ok, parfait. Et on m'entend bien. Et on vous entend bien. Pas de souci. Super, on Tout va fonctionne. pouvoir commencer. Tout d'abord, bonjour à Allons-y. tous. Et en tout cas, félicitations pour cette semaine que je trouve fantastique, qui répond à presque tous les besoins des entreprises et des particuliers qui voudraient se lancer dans l'e-commerce. Et je trouve ça absolument fantastique. Donc, merci beaucoup et merci de m'avoir donné l'occasion de pouvoir en parler. C'est un plaisir pour moi d'intervenir pour vous. Et donc, alors, je n'ai qu'une heure, et encore moins qu'une heure maintenant, puisqu'on a bien entamé l'heure en question et que beaucoup d'entre vous vont vouloir aller déjeuner ce midi. Donc, je vais devoir y aller au pas de course, comme une jeune jument. Et donc, je laisserai les questions peut-être pour la fin. Je ne passerai pas sur chaque point de ma présentation, mais étant donné qu'elle va pouvoir être échangée avec vous par la suite, les détails, vous les aurez dans ma présentation. Et j'en suis désolée de devoir foncer comme ça, d'autant plus qu'il y aura pas mal de thèmes qui auront déjà été couverts par Damien Jacob et donc sur lesquels je ne vais pas revenir de manière détaillée. Et il y aura des thèmes qui reviendront demain, notamment la TVA et le RGPD. Et donc, je vous invite à vous y inscrire, comme ça vous aurez tous les détails. Alors, tout d'abord, qui suis-je? Eh bien, moi, je me suis consacrée au commerce international, surtout dans la rédaction des documents contractuels, quels qu'ils soient, donc tout azimut, et ça comprend également les conditions générales qui se retrouvent sur les sites d'e-commerce d'entreprises qui exportent. Et en termes de stratégie, mais plutôt de stratégie liée au partenariat et au juridique. Je suis moi-même juriste de formation et j'ai fait 2 écoles de commerce. Donc, j'aide les entreprises depuis 2002 et auparavant, j'étais responsable du développement international dans diverses sociétés,
dont Carmeuse, IBA qui fabrique des cyclotrons, etc. Voilà. Donc, qu'allons-nous voir aujourd'hui? Eh bien, j'ai essayé de faire ma présentation sur une suite logique. C'est de la conception jusqu'à la conclusion de la vente et donc les différents aspects juridiques pour lesquels malheureusement je vais devoir foncer parce que ce sont des thématiques qui, durant des études de droit, prendraient 2 à 3 ans d'études et donc en 1 heure, malheureusement, je vais devoir brosser et en parler de manière très vulgarisée. Alors, il existe des règles communes et des règles différentes selon qu'on vend à des consommateurs ou à des professionnels. Et comme disait Damien Jacob tout à l'heure, la vente aux professionnels est en train de prendre de l'ampleur et tout le monde peut vendre sur Internet. Même moi, qui donne des conseils juridiques, je pourrais me mettre à commercialiser des heures de consultance standards. Je pourrais commercialiser des contrats standards avec un prix fixe, etc. Donc, je dirais que toute profession est vouée à pouvoir vendre sur Internet. Et donc, je vais devoir faire une distinction chaque fois entre consommateurs et professionnels. Ce ne sont pas les mêmes règles, mais l'esprit reste le même. Donc, dans mes slides, à chaque fois que j'utilise le terme consommateur, ça ne concerne que les consommateurs. Si je parle par contre de clients ou de B2B, bien, ça concerne les deux ou les professionnels. Donc, B2C, c'est business to consumers, qui veut dire un professionnel qui vend à un consommateur. Business to business, ça veut dire un professionnel qui vend à un professionnel. Alors, les obligations liées à l'e-commerce, ici, je vais vous parler, c'est vrai, de la loi belge, bien que Damien Jacob vous en a longuement parlé hier. Mais pourquoi? Parce que la loi belge, eh bien, est un exemple presque conforme à l'ensemble des réglementations d'autres États européens. Pourquoi? Parce que inspiré de nombreuses directives européennes et de règlements. Et donc, forcément, on retrouve les mêmes concepts juridiques avec des petites variantes, puisque les directives ne s'imposent pas d'emblée, elles doivent être transposées dans la loi nationale pour s'appliquer, et les directives généralement proposent des variantes possibles. Alors, en dehors de l'Union européenne, c'est la loi de chaque pays d'importation qui s'applique. Naturellement, vu le nombre de pays, je n'ai pas pu faire une étude comparée de tous les pays du monde avant ce webinaire, d'autant que c'est qu'1 heure, donc je passerai cet aspect en question, bien qu'il soit extrêmement intéressant. Alors, d'abord, on se pose la question du droit applicable. En effet, quand on accepte des conditions générales, il y a souvent une petite clause qui parle de quel est le droit applicable à la transaction en cours. Alors, si rien n'est indiqué, c'est la loi en général du pays du consommateur. Et si, par contre, le vendeur indique la loi de son propre pays, eh bien, ce n'est pas illégal. Cependant, si le consommateur s'aperçoit que la loi de son propre pays à lui le protège davantage que la loi du pays du vendeur, il est tout à fait en droit d'en exiger l'application, puisque la protection du consommateur est une loi impérative, certaines clauses étant d'ordre public. Dans le B2B, entre professionnels, là, c'est la liberté. Les parties déterminent dans leur contrat quel est le droit applicable et donc qui s'appliquera, sauf pour les fameuses lois impératives ou d'ordre public. Alors, c'est quoi ce jargon bizarre? C'est comme le code de la route, c'est-à-dire que peu importe d'où vient la voiture, etc., elle doit appliquer le code de la route selon le territoire où elle se trouve. Bien, c'est un peu pareil pour la protection du consommateur. Alors, d'abord, la conception de votre site en ligne, c'est souvent, je dirais, négligé. On pense plus à la beauté qu'au droit à ce moment-là. Et pourtant, même moi, j'ai eu des problèmes à ce sujet. Alors, d'abord, les respects des droits de propriété intellectuelle sur les images et les textes de votre site. Alors, il faut savoir que même moi, un jour, j'ai utilisé une image que j'avais trouvée sur Internet et j'ai été négligente. Et quelques mois plus tard, Getty Image, les avocats de Getty Image m'a contacté en disant on a repéré dans votre intranet
et ce n'était pas dans le cadre de ma profession, mais dans le cadre d'une ASBL dont je m'occupais, on a constaté que vous utilisiez une de nos images payante avec droit d'auteur. Et donc, on vous demande un dédommagement de autant de milliers d'euros pour l'avoir utilisé. Donc, j'ai dû longuement négocier avec les avocats qui ont finalement laissé tomber, pour autant que je retire la photo en question. Ça veut dire que toutes ces banques d'images ont des spiders ou des mouchards dans les photos et permettent de les retrouver. Donc, n'abusez pas. La meilleure chose à faire, c'est de faire vous-même vos photos et comme ça, vous n'avez pas de problème. Il en est de même pour les textes, il en est de même de l'image des personnes. Personnellement, j'ai déjà trouvé des photos de moi enseignant dans un auditoire sur le site d'un autre prestataire parce qu'il trouvait que c'était assez illustratif de ce qu'il faisait. Or, je ne lui ai jamais donné l'autorisation de mettre ma photo sur son site. Donc, je l'ai enjoint de retirer la photo. Et alors, également, les noms que vous mentionnez comme référence. En effet, il y en a beaucoup qui disent, ben voilà, on a tel et tel et tel client déjà dans notre panel, voilà nos références, on met le logo, etc. Au fond, il faudrait aussi respecter leurs droits. Alors, la langue de votre boutique en ligne, là, c'est la question qu'on se pose. On se dit, oui, ben, il y a 24 langues officielles dans l'Union européenne. On va quand même pas traduire notre site en 24 langues. Et encore, si on a envie de vendre au-delà des frontières de l'Union européenne, est-ce qu'on va utiliser 50 langues? Bien, non. Il n'y a pas d'obligation d'utiliser des langues, mais on estime que c'est utile. Alors, il faut savoir qu'en Belgique, le CDE, c'est-à-dire le Code de droit économique belge, l'étiquetage, les modes d'emploi, le bulletin de garantie, les services après-vente, le tarif, les modes de paiement, soient exprimés dans une langue compréhensible pour le consommateur moyen, compte tenu de la région linguistique et où les biens sont offerts à titre onéreux ou gratuit. Donc, ça veut dire qu'il y a là certaines informations qui font partie des informations obligatoires à mentionner sur votre site destiné à un consommateur. Donc, voilà, c'est à partir du moment où on doit traduire certaines informations, finalement, autant le faire. Alors, vous allez dire, oui, mais on n'a pas nécessairement les moyens pour ça. Il est clair que parmi mes clients, ben, je dis, voilà, si vos produits sont plutôt destinés au marché français, allemand, hollandais, ben voilà, vous le traduisez dans ces langues. Et puis, s'il y a un Roumain qui est quand même intéressé et qui comprend votre site, ben voilà, n'allez pas nécessairement traduire dans cette langue. Si par contre, vous vous adressez à des professionnels, là, il n'y a aucune exigence de langue. L'important, c'est que votre interlocuteur comprenne la langue. Donc, étant donné que l'anglais est une langue très commune, véhiculaire dans le monde des affaires à l'international, bien, il arrive très souvent qu'un contrat B2B soit traduit uniquement en anglais. Alors, le respect de la réglementation en matière de pratiques de commerce et produits et services. Alors là, c'est absolument énorme. Il faut savoir que le Code de droit économique, c'est 600 pages de texte. Donc, c'est absolument énorme. Mais vous devez respecter toute la réglementation au même titre que n'importe quel commerçant, que vous soyez en ligne ou hors ligne. Donc, tout ce qui est pratique restrictive de la concurrence, par exemple les accords sur les prix, le respect des droits des consommateurs, les clauses abusives, aussi bien vis-à-vis des consommateurs que vis-à-vis des professionnels, les pratiques déloyales, les contrefaçons, etc., etc., etc. Tout ça doit être appliqué à la lettre, bien entendu. De nouveau, je dirais qu'au moins la moitié du Code de droit économique est inspiré des directives européennes et des règlements. Donc, on retrouve plus ou moins les mêmes règles dans d'autres pays de l'Union européenne. Alors, il y a également le respect de la réglementation concernant les produits et les services qui sont offerts dans votre boutique en ligne. Donc, vous devez vous respecter la réglementation belge et européenne et les codes de bonne pratique si ça s'impose dans votre secteur d'activité. Alors, vous allez dire, oui, mais comment peut-on savoir toutes ces règles, etc. Eh bien, il faut savoir qu'en Belgique, il y a le bureau de normalisation à qui vous pouvez faire appel pour connaître quelle est la
quelle est la réglementation spécifique concernant le ou les produits que vous commercialisez, qui vous permettrait alors de vérifier que ce que vous fabriquez ou importez soit conforme à la loi. Alors, le service est payant, mais ça reste un service public, donc ce n'est pas non plus très très cher par rapport à l'importance de vos obligations. Alors, les limites géographiques de vos ventes. Alors, se pose la question, oui, mais moi, j'ai pas envie d'aller vendre n'importe où. J'ai envie d'avoir mon petit commerce peinard, hein, donc je vais vendre à la rigueur en Hollande et au Luxembourg, et puis c'est bon. Hein. Eh bien non, dans l'Union européenne, il y a une interdiction de bloquer géographiquement vos ventes. Donc, quand on parle de vente, vente achetée, c'est la transaction. Il vous est cependant autorisé de limiter les lieux de livraison. Donc, n'importe quel ressortissant de l'Union européenne a la liberté et le droit d'acheter vos produits, mais il est possible qu'ils doivent aller le chercher ailleurs. Donc, il est même possible de dire, pour tous ceux qui sont établis en dehors de la Belgique, doivent venir chercher la marchandise chez nous. Donc, il faut bien distinguer la différence entre acheter et ou vendre et livrer. Ce n'est pas la même chose. Alors, il existe des exceptions, donc pour toute une série de services où il n'y a pas cette interdiction de géoblocage. Damien Jacob vous en a longuement parlé hier, donc j'ai mis plus loin un lien qui vous permettra de visionner le replay de sa conférence dans le cas où vous n'avez pas pu y participer, mais étant donné qu'il a pu avoir 2 heures pour vous l'expliquer. Il vous a donné énormément d'exemples. Je vais aller plus loin. Alors, les informations devant apparaître dans votre boutique en ligne et devant être communiquées aux acheteurs. Alors ici, je vais faire une distinction entre le B2C et le B2B. Cette partie, ce chapitre en particulier, de nouveau, a fait l'objet d'un long développement par Damien Jacob. Donc, je vais passer au travers assez rapidement puisque nous avons malheureusement qu'une heure pour donner cette conférence. Voilà, donc ici, je vous ai mis la page YouTube de 1819 Brussels avec les playlists. Et donc, en principe, la conférence de Damien Jacob devrait y apparaître dans les jours qui viennent. Alors, il y a toute une série d'obligations dans le B2C. Tout ça provient de directives européennes et du Code de droit économique qui reflète ces directives en question. Et vous allez voir qu'il y a énormément de choses à dire. Donc, d'abord, les infos sur le vendeur, le nom de l'entreprise, le numéro d'entreprise, l'adresse, etc. Alors, pourquoi? Pour permettre aux clients de vérifier l'existence réelle de ce fournisseur. Alors, parmi mes clients, il y en a qui me disent, mais moi, j'habite chez moi. Si on regarde l'adresse sur Google Street, on va voir ma petite maison dans un quartier résidentiel et je vais perdre toute crédibilité. Eh bien, oui, malheureusement, mais il y a eu tellement d'abus par des sociétés non européennes qui prétendaient avoir un siège en Europe ou qui se faisaient passer pour européennes, tout ça dans un but frauduleux. Donc, c'est la raison pour laquelle toutes ces informations sont importantes. Alors, les principales caractéristiques du produit, le consommateur doit bien comprendre ce qu'il achète, le prix total, il ne doit y avoir strictement aucune surprise pour le consommateur. Donc, ça inclut également les taxes et les frais de transport. Alors, vous allez voir dans la conférence de demain que dorénavant, c'est la taxe du pays du consommateur qui va s'appliquer. Donc, ça veut dire que le vendeur doit être parfaitement au courant des TVA en cours dans les autres pays de l'Union européenne et mentionner ce montant pour le consommateur, puisqu'il ne peut avoir aucune surprise. Tous les frais et coûts supplémentaires, bon, les abonnements, les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, si possible, donner un délai de livraison. Si ce délai est assez long, puisqu'il est possible que vous deviez fabriquer le produit
spécifiquement pour le client et que ça vous prend du temps, il est absolument nécessaire de bien l'indiquer dans votre présentation, puisque si rien n'est indiqué, c'est par défaut 30 jours. Indiquer si le paiement à l'avance est exigé, les modalités de droit de rétractation, j'en parlerai plus loin, et Damien Jacob vous en a parlé également très longuement hier. Les restrictions de livraison, notamment les restrictions territoriales, les garanties contre défaut et non-conformité, donc on verra cela également plus loin, les modalités du service après-vente, la manière de traiter les réclamations, les codes de conduite, etc., si vous êtes soumis à ce genre de choses, la durée, si c'est un contrat sur le long terme, l'existence d'une caution, etc., si nécessaire, et les différentes obligations du consommateur. Par exemple, si vous vendez de la bière ou du chocolat, eh bien, vous devez demander au consommateur de mettre ses denrées alimentaires dans un lieu sec à des températures entre telle température et telle température. Les différentes étapes techniques à suivre, c'est-à-dire bien indiquer à quel stade le consommateur se trouve dans l'évolution de sa commande, la possibilité pour lui à tout moment, jusqu'au moment où il doit dire OK, j'achète avec obligation de paiement, eh bien il peut revenir sur ses décisions et corriger ses erreurs et changer d'avis. Et vous devez également expliquer comment vous archivez ce genre de contrat. Et puis, vous devez également signaler comment on règle les litiges. Alors, bien entendu, les règlements à l'amiable deviennent de plus en plus à la mode à ces 2 dernières décennies, et donc vous devez leur donner accès aux centres de médiation nécessaires devant lesquels ils pourront, auprès desquels ils pourront toujours soulever un problème entre vous et lui. Ces plateformes doivent être aisément accessibles. Alors, la plupart des PME font appel à des sociétés qui ont déjà préconçu des sites d'e-commerce. On ne va pas réinventer tout cela. Donc, s'il s'agit de bons prestataires avec des plateformes qui ont elles-mêmes été analysées, etc., en principe, ce genre de choses est directement suggéré par le prestataire des services qui vous donne accès à cette plateforme. Mais il est possible que vous conceviez de A à Z votre site d'e-commerce. Alors, on parle souvent de conditions générales. Alors, les conditions générales, ce n'est qu'un terme, c'est qu'une forme. Vous pouvez très très bien mettre toutes ces informations sous forme de liens individuels, ou alors vous les appelez conditions générales, mais le terme conditions générales n'est même pas encore nécessaire. Vous pouvez très bien dire principe d'une bonne collaboration entre nous. Voilà. Toujours est-il que c'est le contenu qui compte, qui doit être clair, compréhensible, facilement accessible. Ça, c'est le plus important. Et le client doit les avoir s'il y a des conditions générales. Alors, ça, c'est vraiment l'élément le plus courant, c'est avant d'accepter, de conclure l'affaire et d'accepter le paiement, ben, il est marqué « J'accepte les présentes conditions générales, veuillez cocher ici ». Tac. Et en réalité, c'est à vous d'aller les lire en détail avant de les cocher. Naturellement, elles ne doivent pas être précochées. C'est à vous, vous devez faire un acte, enfin le consommateur doit faire un acte positif pour cocher les conditions générales. Alors la question, et les juristes sont extrêmement attentifs à cela, c'est la preuve. En fait, le juriste doit être, et vous surtout, parano de la preuve. Parce que ce qui se passe, c'est que quand un consommateur fait tout le processus d'achat, etc., et qu'il y a un problème qui survient par la suite, on a du mal à prouver qu'il a bien accepté
tel contenu, ces conditions-là, que dans ces conditions-là, il y avait bien telle clause, et donc la preuve doit être absolument nécessaire. Alors, je ne suis pas technicienne informaticienne, mais c'est une question essentielle à poser à votre prestataire de service, à votre développeur informatique, c'est de dire, je veux une garantie qu'on garde une preuve non modifiable que l'acheteur a bien accepté ces conditions-là. Alors, quel est l'objectif d'une telle protection du consommateur? On ne veut, en fait, le législateur considère qu'un consommateur, c'est un pauvre naïf qui se fait avoir au premier tournant par des méchants fournisseurs. Donc ça, c'est vraiment l'esprit de la loi. Donc il faut surtout pas qu'il y ait la moindre surprise pour eux. Et on estime, quand je dis pauvre naïf, peut-être un naïf sans raison, puisqu'il ne sait pas gérer son budget, et du coup, il faut aussi lui donner l'occasion de revenir sur ses décisions. Et donc, il doit acheter en pleine connaissance. Et si les informations manquent, il n'est pas lié par la clause, il n'est pas lié par le contrat. Et si on oublie d'indiquer des frais qu'on va finalement lui facturer, il est tout à fait en droit de refuser de les payer puisqu'il n'a pas été prévenu. De nouveau, toujours bien garder la preuve. Alors, les infos dans le B2B maintenant, puisque le B2B a aussi un bel avenir devant lui, eh bien, la loi n'exige pas toutes ces informations. Maintenant, personnellement, dans ma clientèle qui me demande de rédiger des conditions générales pour les sites e-commerce, il y en a énormément qui me disent, eh bien, je vends principalement à des professionnels, mais il arrive de temps en temps qu'un consommateur achète également les produits. Donc, il faudrait des conditions et un site qui s'adapte aux deux. Étant donné que la loi est tellement stricte et protectrice vis-à-vis des consommateurs, c'est tout bon pour les professionnels aussi. Donc, tout ce qui vaut pour les consommateurs plaira aux professionnels. Maintenant, si vous vous adressez qu'à des professionnels, eh bien, les informations restent utiles. Elles ne sont pas obligatoires, mais elles sont très utiles. Donc, moi, j'encourage grandement à informer le professionnel au même titre qu'un consommateur. D'une part, pour avoir toutes les preuves de l'ensemble des points du contrat. En général, quand il y a des litiges, c'est parce qu'il y a des lacunes dans un contrat, qu'on a oublié une des scènes du scénario. Il faut l'accord et la preuve de l'accord des conditions générales par le professionnel. Sinon, ces conditions ne sont pas opposables au client, c'est-à-dire ne peuvent pas s'appliquer dans la transaction. Aussi, pour démontrer l'absence d'un dol. Un dol, c'est une manœuvre frauduleuse. C'est le fait de mentir ou de ne pas dire toute la vérité sur un produit ou un service. On ment dans le but de convaincre un client d'acheter, alors que s'il avait su la vérité, il n'aurait jamais acheté. Donc, par exemple, on ne va pas lui dire toute la vérité sur les limites d'utilisation du produit, alors que c'était essentiel. On va exagérer les rendements, les performances d'un produit, par exemple. Donc ça, c'est un dol. Donc c'est la description du produit ou du service qui détermine si on a menti ou pas. Donc si vous, par contre, vous êtes très clair sur les limites, très clair et vous dites la vérité, bien au moins vous pouvez démontrer qu'il n'y avait pas eu de dol. Et puis démontrer la bonne exécution du contrat. Quand un contrat est laconique, le client aura facile de dire oui, mais je m'attendais à ça, ça n'a pas été fait. Alors que quand c'est bien décrit, le fournisseur dira prenons ma description point par point et vous allez voir que tout a été réalisé conformément à ce qui était prévu. Alors, il faut également prévoir le droit applicable au contrat, où là, il y a une certaine liberté, sauf pour les lois impératives ou d'ordre public dans le territoire d'importation. Éventuellement, une procédure de médiation. Les professionnels ont droit à des médiations autant que les particuliers, pas devant les mêmes institutions, mais vous allez voir sur Internet, vous avez pléthore d'institutions, ASBL et autres, qui proposent des services de médiation commerciale pour professionnels. Et puis, si la médiation échoue, il faut toujours, bien entendu, prévoir le tribunal compétent.
Et là, de nouveau, on a une certaine liberté de choix, sauf pour des exceptions comme la vente d'immeubles, etc. Alors, généralement, toutes ces données-là se retrouvent bien entendu dans des conditions générales, conditions qui s'appellent conditions parce qu'on a décidé de les appeler ainsi, mais il n'y a aucune obligation de les présenter de cette façon-là. Et de nouveau, toujours bien garder parano de la preuve de l'acceptation du client. Alors, passation de la commande. Donc, on revient chez les consommateurs ici. Dès qu'on arrive à l'étape ultime de la commande, il faut bien indiquer de manière très claire qu'il s'agit d'une commande avec obligation de paiement pour qu'ils prennent conscience de cela, ou d'une forme analogue. Et si, de nouveau, si on ne respecte pas cela, le consommateur n'est pas lié par le contrat. Damien Jacob en a longuement parlé hier. Une fois que la commande est passée, eh bien, il faut envoyer un accusé de réception, une confirmation du contrat qui résume tous les détails que je viens de vous expliquer et qui peut, par exemple, être reçu sur un support durable, donc c'est avec la possibilité pour le consommateur de l'imprimer, et l'envoi d'un mail récapitulatif de la commande. Alors ça, naturellement, l'envoi de ce mail qui récapitule l'ensemble des données et des conditions générales, c'est en soi déjà une preuve supplémentaire qu'il s'agit bien de ce contenu-là qui a été accepté par le client. Alors, c'est une preuve incomplète puisqu'on n'a pas non plus la ferme, la preuve irréfutable qu'il l'a accepté. Mais bon, au moins on cumule les preuves. Alors, il faut l'envoyer dans un délai raisonnable et au plus tard lors de l'exécution de la livraison. Alors, par la suite, la livraison et la garantie après-vente. Donc, si on n'a pas prévu d'autres délais, plus longs ou plus courts, le délai, je dirais par défaut, standard, est de 30 jours. Au-delà de ça, le client est tout à fait en droit d'annuler sa commande. Le transfert de risque, c'est-à-dire les problèmes de détérioration durant le transport, le vol, etc., passe du vendeur à l'acheteur au moment de la possession physique, de la réception physique de la marchandise, au lieu convenu. Donc ça peut être chez le vendeur, s'il est marqué que l'acheteur doit venir chercher sa marchandise chez le vendeur, hein, c'est le cas par exemple des traiteurs, soit dans un point relais, soit chez l'acheteur. Alors, la garantie après-vente. Et hier, il y a eu une question à Damien Jacob qui m'a fait sourire parce qu'elle m'est posée de manière permanente et moi-même, je n'ai pas trouvé la réponse, mais je vous dirai après ce que j'en pense. D'abord, dans le B2C, il y a une garantie légale de 2 ans minimum pour les biens corporels neufs. Bon, voilà, c'est une loi de 2004, inspirée d'une directive de 1999, donc c'est comme ça dans toute l'Union européenne. Et bien corporel neuf, ça pose plein de questions. Et l'exemple à poser, c'est un de mes clients qui vend des bières sur Internet. Est-ce qu'il est soumis, oui ou non, à une garantie de 2 ans? Question, puisqu'il y a une durée de péremption, par exemple, de 6 mois sur les bières ou de 1 an. Eh bien, j'ai moi-même cherché une réponse et je ne l'ai pas trouvée. J'ai pu voir que les vins, par exemple, étaient soumis à cette garantie légale de 2 ans. Par contre, j'ai quand même indiqué dans les conditions générales que les bières avaient en général une durée de péremption allant de, par exemple, 5 à 7 mois après la date de fabrication et que, par conséquent, après cette date, il n'y avait plus aucune garantie sur les produits. Voilà ce que j'ai indiqué. Et je me suis dit, bon, bah, allons chercher l'esprit de la loi, étant donné que la loi dit que si l'acheteur est au courant au moment de la commande d'un défaut du produit, et peut-être que cette limite de péremption, hein, cette limite de durée de vie est en soi un défaut, il ne peut pas reprocher au vendeur
cette limite en question. Voilà. Donc moi, c'était plutôt l'esprit de la loi qui m'a permis d'indiquer ce genre de choses. Mais vous comprenez bien que la garantie de 2 ans sur des plats préparés, ça n'a pas de sens. Mais ça doit être très clairement indiqué dans les informations sur le produit. Quant au B2B, il n'y a pas de règles en matière, il n'y a pas de garantie minimale obligatoire. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il est interdit de ne pas offrir de garantie du tout. Mais si la garantie est de 3 mois, elle est de 3 mois. Si elle est de 1 an, elle est de 1 an. En réalité, les garanties, c'est plus un avantage compétitif pour attirer le client qu'autre chose. Donc, c'est la raison pour laquelle, même dans le B2B, on a des garanties plus ou moins longues. C'est pour être attractif d'un point de vue compétitif. Et puis, il y a ce fameux droit de rétractation pour les consommateurs que j'expliquerai un peu plus loin et dont Damien Jacob a longuement expliqué les tenants et aboutissants hier. Donc, j'irai assez vite à ce sujet. Donc, voilà le droit de rétractation, c'est-à-dire que le client regrette d'avoir acheté son produit ou décide de changer d'avis. Enfin, peu importe la raison, ce n'est absolument pas ça qui est en question, c'est cette faculté de pouvoir se rétracter. Alors, elle n'est obligatoire, et elle l'est dans toute l'Union européenne, que pour les consommateurs qui achètent. Donc, ce sont des personnes physiques qui achètent pour leurs besoins personnels. Et c'est ça le point essentiel. Même si vous achetez un ordinateur en tant qu'indépendant à titre complémentaire en personne physique, vous êtes un professionnel. Donc, ce n'est pas la personne physique ou pas qui compte. Alors, il est très très important de bien l'informer sur votre site, ce fameux droit de rétractation, avec toutes les modalités. Selon la loi, on ne peut pas réduire les modalités d'un droit de rétractation. Aucune justification ne peut être exigée du consommateur. Elle peut cependant être demandée sans obligation d'y répondre. Aucun coût ne peut être exigé, sauf les frais de renvoi par lui-même et éventuellement la dépréciation du colis ou de la marchandise si c'est de sa faute. Alors, il faut directement envoyer un accusé de réception quand vous recevez le colis et il a 14 jours pour se rétracter. Donc, ça dépend du type de contrat. Donc, c'est soit à partir de la réception du colis, soit la réception du dernier colis s'il s'agit d'une livraison multiple. S'il s'agit d'une livraison régulière, c'est à la réception du premier colis. S'il s'agit d'un contrat de service, c'est à partir de la conclusion du contrat. Alors, idéalement, il faudrait mettre un modèle de formulaire de rétractation à remplir sur le site. Cependant, si vous laissez au consommateur la liberté d'écrire un mail comme il veut et que ça suffit, c'est bien aussi. Bon, alors si vous oubliez de l'indiquer dans vos conditions générales ou sur votre site, en fait, ce droit de rétractation dure 12 mois. 12 mois, quel que soit le produit acheté. Donc, c'est dramatique de ne pas le prévoir. Si par contre, aujourd'hui, vous apercevez que vous ne l'avez jamais fait et qu'il est grand temps de le faire, ben, faites-le. Parce qu'à ce moment-là, les 14 jours commencent à courir à partir du moment où vous avez averti le consommateur. Et le consommateur, une fois qu'il s'est rétracté, qu'il vous a prévenu via le formulaire, il a lui-même 14 jours pour vous renvoyer le colis et vous devez le rembourser dès que vous avez la preuve de renvoi. Éventuellement, vous pouvez le rembourser à partir de la récupération du colis. Donc, ça ne dépassera jamais un mois par rapport à l'achat. Alors, il y a certains éléments, il y a certains cas où il n'y a pas de droit de rétractation. Donc, c'est dans le cas, par exemple, où le contrat de service a été pleinement effectué. Et donc, là, je reviens sur une question qui avait été posée hier à Damien Jacob qui qui demandait, ah oui, je donne du coaching en développement personnel. J'attendais la personne devant mon écran pour faire un coaching en ligne et elle ne s'est jamais présentée. En réalité, il s'agit d'une prestation de service qui était en cours d'exécution, sauf que l'exécution n'a pas eu lieu à cause du client. Et donc, à partir du moment où le client n'a pas prévenu avant la prestation
de sa rétractation, ben, une fois que la prestation a eu lieu, ben, c'est trop tard. Il n'a plus cette faculté de pouvoir se rétracter. Ici, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des exceptions, puisque Damien Jacob en a parlé hier. Et donc voilà, je vous encourage à revisionner sa conférence. Alors, je l'ai déjà lu moi-même, donc des conditions générales qui prétendent que le consommateur renonce à son bénéfice de droit de la rétractation, c'est une clause abusive, donc c'est réputé non écrit. Alors, si vous n'êtes pas content, si vous voyez ce genre de choses, vous pouvez toujours vous plaindre auprès de la Direction générale de l'inspection économique et il existe même des points de contact en Belgique pour faire ce genre de choses. Donc, c'est extrêmement facile pour un consommateur de soulever une plainte contre un site e-commerce, d'où l'intérêt de bien respecter la réglementation pour éviter ce genre de déboires. Alors, le droit de rétractation dans le B2B, ça c'est... Alors, donc, dans le cadre de mon métier, on me demande souvent de revoir des conditions générales qui ont déjà été rédigées par l'entreprise. Et j'ai déjà vu des entreprises dans le B2B qui prévoyaient ce droit de rétractation. Et je leur disais, mais pourquoi vous avez été prévoir ce droit de rétractation? Parce qu'il n'y a aucune obligation pour les professionnels de le prévoir. Ils étaient tout étonnés. Ils ont fait une confusion complète entre un consommateur et un acheteur professionnel. Donc, je dis bien pour les professionnels, il n'y a strictement aucune obligation. Par contre, vous pouvez le prévoir, mais c'est vu comme un simple geste commercial, sans plus. Par contre, peut-être que dans d'autres pays de l'Union européenne, il y a des droits pour les professionnels, et je pense notamment à la France, à la loi dite Hamon, hein, le ministre à l'époque, qui offre un droit de rétractation aux petites entreprises qui n'emploient pas plus de 5 salariés. Dans le cas où la conclusion du contrat s'est effectuée en dehors de l'établissement du vendeur et pour des domaines d'activité qui ne font pas partie de l'expertise de l'entreprise cliente. Hein, parce que si on est vraiment entre deux professionnels qui savent de quoi ils parlent, eh bien, il n'y a pas ce droit en question. Et ça, c'est pour la France. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect en question. C'est une loi impérative sur le sol français. C'est un droit pour les petites TPE, les TPE, pardon, et donc vous n'y échapperez pas. Alors, pour ce qui concerne la TVA, j'ai mis simplement 2 slides incomplets. Pourquoi? Parce que demain matin, il y a un webinaire spécifique sur le sujet et donc je laisserai à l'orateur le soin de développer tout cela. Simplement, en gros, pour ce qui concerne la vente à des consommateurs, à partir du 1er juillet 2021, on applique la TVA du pays du consommateur, c'est-à-dire que dorénavant, il n'y a plus de discrimination entre pays, étant donné que tous les acheteurs d'un même pays devra payer, s'acquitter de la même TVA, quelle que soit l'origine du colis. Alors qu'auparavant, c'était plutôt les pays fiscalement intéressants qui gagnaient haut la main la compétition entre les prix. Les pays avec un taux de TVA réduit, comme le Luxembourg à 17%, versus la Hongrie à 27%, comme vous disiez tout à l'heure, Damien Jacob. Alors aujourd'hui, comment ça se passe? Eh bien, vous devrez indiquer sur votre site web quel est le montant de la TVA selon les pays et vous devrez déclarer ensuite électroniquement dans votre propre langue, une seule fois par trimestre, toutes les ventes du trimestre sur la plateforme en ligne européenne OSS, qui veut dire One Stop Shop. Et donc, c'est à ce moment-là que vous devrez vous verser les TVA différentes selon le pays de livraison. Et je vous ai mis un site web où vous pouvez faire ce genre de choses. Donc, demain matin, il y aura une super conférence sur le sujet. Donc, je vous invite grandement à vous y inscrire dans le cas où tout ceci vous intéresse. Voilà, je vous ai même mis le lien, comme ça, vous vous inscrivez pour avoir accès au lien. Alors, les mails publicitaires et les newsletters. Alors, quand vous avez des clients,
récurrents même, eh bien, en fonction de ce qu'ils vous achètent, vous pouvez presque déterminer et deviner ce qu'ils aiment. Hein, vous pouvez dire, si vous êtes dans les produits alimentaire, ben vous dites tiens, il achète toujours ça veut dire qu'il a des problèmes d'allergie puisqu'il achète toujours sans gluten, etc. Donc on peut presque réaliser des profils d'acheteurs et du coup la tentation de leur envoyer des mails publicitaires où on cible précisément leurs besoins est extrêmement grande, justement pour les fidéliser et augmenter vos ventes. Bien, de nouveau, c'est extrêmement légiféré et là, on ne passe plus à côté aujourd'hui. Il est absolument obligatoire d'avoir le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire pour pouvoir le lui envoyer. Donc, c'est pas toujours, et en plus, ils doivent l'avoir accepté volontairement. Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens ne répondent pas à leurs mails, ne les lisent même pas. Donc, on a beaucoup de difficultés à avoir l'accord explicite du destinataire pour pouvoir envoyer ce genre de choses. Dans chaque mail, l'expéditeur doit fournir l'origine du message, l'identité et toujours indiquer sa propre adresse. Il y a eu beaucoup d'abus où on mettait des adresses de tiers avec, par exemple, une adresse .be, etc., pour faire croire qu'on avait un établissement en Belgique et puis donner des adresses fictives, etc. Donc tout ça, c'est terminé. Il faut aussi donner une information claire et compréhensible sur le droit de s'opposer. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des fois où on dit, ben voilà, si vous voulez vous opposer à recevoir ce mail, veuillez nous écrire à telle adresse. Puis on écrit, puis il n'y a jamais de réponse. Donc en fait, il faut vraiment un moyen approprié d'exercer efficacement ce droit, c'est-à-dire avec un clic, un simple clic, et on est éjecté de la liste des destinataires de mails commerciaux. Alors, le RGPD, de nouveau, demain, il y aura une conférence spécifique sur le RGPD, qui est une loi relativement récente qui a pour but de protéger des données à caractère personnel, c'est-à-dire en lien avec une personne physique identifiée ou identifiable, dans le cadre de ce traitement. Donc, même moi qui n'ai que des clients professionnels, je suis soumis à cette réglementation puisque dans ma liste, dans mon listing de clients et prospects, j'ai des noms de personnes physiques et leur titre, leur statut dans l'entreprise, leur fonction. Donc, ce sont des éléments liés à un individu, personne physique. Alors, les entreprises qui sont concernées, c'est toutes celles qui sont établies dans l'Union européenne et les sous-traitants, s'ils sont étrangers. Et ça donne droit à chaque individu de s'informer sur quelles sont les informations détenues par l'entreprise, un droit d'accès, un droit d'opposition, un droit d'éjecter, de s'éjecter de la liste, le droit à l'oubli par exemple, et l'entreprise est obligée de s'exécuter dans les 30 jours de la demande. Je me suis exprimée ici un peu dans mon jargon à moi. Naturellement, la loi est plus complexe et l'avocat qui vous parlera demain en parlera en détail. Mais ce qui est très important, c'est que vous devez avoir l'accord, le consentement libre, éclairé, univoque, donc ça doit être extrêmement précis de la part de l'individu qui accepte que vous traitiez ces données. Donc c'est lui qui doit vraiment accepter par un acte positif clair qui est un opt-in, et il doit accepter les finalités précises du traitement. Donc, c'est pour ça qu'on dit, quand vous voyez des cookies, il est marqué que on se permet d'accaparer un ensemble de données liées à au surf que vous faites sur le site pour déterminer quels sont vos besoins, etc. Et que c'est précisément pour mieux adapter la demande, etc. Donc tout ça est indiqué, puis vous dites OK, j'accepte. Mais vous pouvez refuser. Donc en principe, on ne peut pas vous empêcher de refuser. On doit également garantir le plus haut niveau de protection des données, ce qui n'est pas évident. Je dois même avouer pour moi, donc qui paye Google pour avoir mon cloud, j'espère que eux m'offrent la plus haute protection des données.
en question. Et bon, au niveau justement de la nomination d'un Data Protection Officer, d'un registre, etc., c'est surtout destiné aux grandes entreprises. Et donc, si c'est l'autorité de protection des données qui est compétente pour vérifier tout cela. Donc, je vous invite sincèrement demain à vous inscrire au webinaire de Maître Nicolas Berthold, qui en parlera beaucoup plus longuement. Voilà, j'ai essayé d'être brève pour respecter le timing et répondre à des questions éventuelles. Donc Laurent, je ne sais pas s'il y a des Merci. questions. Merci Christine. On va peut-être essayer de réactiver votre caméra, qu'on ait votre visage à l'écran, puisque Oui. je l'avais coupé. Et le son était parfois assuré, mais ça n'a pas posé de Ah oui? problème au niveau de la Ah oui. compréhension. Voilà. Voilà, comme ça vous revenez à l'écran. On a quelques questions qu'on va parcourir ensemble. Vous avez parlé, il y a des questions sur les garanties. Et donc, c'est des questions vraiment spécifiques sur les garanties. Donc, quand on parle de biens corporels neufs, vous avez parlé de la bière qui est limitée dans sa durée de vie par la date de péremption. Les vêtements sont aussi Oui. fatalement des biens corporels neufs. 2 ans de garantie sur des vêtements, c'est quand même beaucoup. Euh, et donc, Et est-ce c'est le que, cas, c'est le cas, c'est ça qui est dingue. d'accord. Et donc, Alors, par exemple, oui, pour des vêtements, si, comme disait Damien Jacob l'avait expliqué, en fait, durant les 6 premiers mois, il ne faut pas apporter la preuve de l'existence du défaut au moment de la vente. Ce n'est qu'après 6 mois qu'on doit apporter la preuve que le défaut existait au moment de la vente ou de la livraison. Mais un fournisseur peut toujours démontrer qu'il n'est pas à l'origine du défaut, notamment si des chaussures ont été achetées et qu'elles sont abîmées par l'usure normale, eh mhm. bien, ça ne rentre pas dans la garantie. Par contre, s'il s'agit d'une usure anormale, ça tombe sous la garantie, même durant 2 ans. Donc, Et tout est dans la preuve. donc un vêtement, par exemple, qui se serait déteint en déant les six Alors oui, mois, un justement, le fait consommateur, que ça déteigne, ça dépend pourquoi ça a déteint. Est-ce que c'est parce qu'on a utilisé les mauvais produits inadéquats? d'accord. C'est parce qu'on l'a laissé au soleil 24 heures sur 24 toute l'année? Enfin, je n'en sais rien. Ouais, d'accord. Toujours est-il que si ce n'est pas lié je dirais à l'usure normale, alors ça rentre dans la garantie. Mais tout est dans la preuve. Et c'est ça la grande difficulté, c'est que comment prouver ce genre de choses? Parce que un produit, il faudrait presque que le vêtement passe dans les mains d'un expert en laboratoire pour dire, ben oui, visiblement, il y a eu de l'eau de Javel qui a été introduite dans l'eau du lavage, par exemple. Donc c'est quand même assez Qui difficile. ferait ce genre de choses pour un vêtement qui a coûté 50 euros, quoi? Ouais, oui. C'est Ah, assez sensible. Je vois que oui, oui, la ah oui, oui, question c'est, c'est problématique dans les faits, en fait, hein, sur le terrain, ça c'est sûr. ouais, tout à fait. J'ai quelqu'un qui facture par la Smart pour ces structures de Oui, facturation qui permet de rémunérer les prestataires. Et c'est dans la pratique la Smart qui facture et qui a un numéro de TVA. Dans ce cas-là, on nous demande, tiens, quelle mention légale doit-on mettre quant à l'activité, quoi. On doit mettre le numéro de TVA, enfin le numéro d'entreprise de l'entreprise. Quand on oui. travaille au travers de la Smart, que faudrait-il mentionner comme entreprise, voilà, sur le site? Oh, alors, je pense il faudrait poser la question à la Smart même, parce que je peux imaginer, par exemple, puisque c'est lié à des activités artistiques au sens très large, Ouais, c'est plutôt la mode, voilà. Donc le j'imagine par design. exemple un photographe qui offre des prestations d'1 heure de photos personnelles via Internet et on peut acheter 1 heure pour un montant
Donc je peux imaginer que ça puisse se faire par la Smart dans ce cadre-là. Étant donné que c'est Smart qui facture, je pense qu'il faut donner toutes les informations sur Smart. Ça, c'est mon point de vue. Mais il faudrait demander à Smart ce que eux ont prévu dans ce cadre-là. Oui, parce qu'on peut vendre aussi des œuvres artistiques sur Internet. Donc, Oui, donc le oui, photographe pourrait très oui, bien on prendre des peut en fait la photos. solution de se poser. Selon moi, c'est pas la première fois que ça arrive et il doit certainement y avoir des dizaines ou des centaines qui le font déjà. Ok, parfait. Euh, Puis j'ai une question que je comprends pas trop sur l'advertising euh, vis-à-vis de partenaires commerciaux dans lesquels pour des commandes de publicité, il y a des options par défaut qui sont déjà activées par le vendeur de la publicité. Je pense que vous avez été assez clair Oui, là-dessus, que dès que c'est en activé fait, par des... ici, Ouais, si j'ai bien compris, généralement quand on vend des publicités, ouais. il s'agit de B2B. Il ne s'agit pas d'une activité Ah, ok. B2C. Voilà. Donc, Ok. du coup, on n'est pas tenu par toutes ces choses en question, du opt-in, etc. Ok. Voilà. Donc la clé, c'est effectivement d'être bien Oui, attentif à la relation. Et en oui, B2B, exactement. on a un espace beaucoup moins balisé au niveau des règles impératives que dans le B2C. Mais merci en tout cas pour cette rapide présentation. Vous nous aviez prévenu que ça allait être rapide et donc Oui, c'était précis et concret malgré tout. Et donc c'était très intéressant. Merci Christine. Et pour les autres, eh bien, on se revoit dans une heure déjà dans une pour... heure. oui, oui, maintenant, C'est un sacré programme, hein, pour ceux qui ouais, ça veulent va. assister à tout. Ben, c'est un Ça programme pour s'assombrit les, cette semaine, hein. c'est un programme pour les entrepreneurs, hein, donc Très bien. c'est Mais c'est un l'initiative lance. est absolument géniale. Même Ok, moi, certains webinaires m'intéressent grandement, puisque comme je le dis, n'importe qui peut vendre sur Internet, même moi. Euh, voilà. Conseil Oui. juridique, consultance d'une heure, mais je ne l'ai pas encore fait, hein, donc je ne sais pas promouvoir une activité que je n'ai pas encore lancée, mais voilà, Ben, c'est une voie tout est... certainement, ou des formules standards de relecture de contrats ou de Oui, conditions voilà, ou générales ou des des contrats choses comme ça. standards, clés. Mais bon, Voilà, je des suis contrats pour les standards. contrats sur mesure, donc je ne... Ouais, ça serait un peu contraire à ce que vous plaidez, mais voilà. Bah, bref, il y a des possibilités dans le développement de l'e-commerce dans les services. Là, il y a encore sans doute beaucoup de choses à faire également. Oui, Et donc, oui, nous, en tout cas, on se retrouve dans 1h30 pour le volet logistique à l'international. Merci Christine, merci à vous tous oui, merci de à votre vous, c'était attention. un plaisir. À Ok, bientôt, à merci, au bientôt, revoir. oui. Au revoir.